Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans notre second podcast. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir un magnifique couple, Marc et Patricia. Donc, je vais laisser se présenter comme je fais d'habitude. On va commencer, Marc, on est d'accord, honneur aux femmes. On va commencer par Patricia. Donc, Patricia, qui es-tu? Comment peux-tu expliquer Patricia aux jeunes confrères qui nous écoutent aujourd'hui? Bonjour à tous. Et donc, moi, mon nom est Patricia Bellig. Je suis une seconde génération chiropractor, comme on dit en anglais. Et mon père était chiropracteur, mon frère, un de nos enfants se destine à devenir chiropracteur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans la famille. J'ai aussi épousé un chiropracteur juste à côté de moi, Marc. Et C'est un donc, bon choix, c'est un bon choix. c'est vraiment pour moi, la chiropractique, c'est vraiment un style de vie et une philosophie. Donc, je pense qu'on va en parler un petit peu plus après. Exactement, Et exactement. j'ai commencé à travailler à Saint-Laurent-du-Var dans le cabinet de mon père. Et ensuite, voilà, nous sommes maintenant en Italie, à Turin. J'ai gradué de Palmer College Chiropractic en 1979. Et ça fait beaucoup expérimenter, dirons-nous, différentes techniques. Déjà au collège, parce que j'étais interne en SOT. Et puis après, à prendre des séminaires, à apprendre encore, parce que je pense que dans notre profession, il ne faut pas se limiter à ce que l'école nous donne, mais c'est vraiment un point de départ et il faut absolument évoluer à travers notre évolution personnelle qui nous permet aussi d'évoluer à travers notre travail et vice-versa. Et donc voilà, et ça Ça, continue encore. Et ça, c'est très important, comme tu le dis, de ne pas se limiter juste à ce que l'école nous enseigne, qui nous enseigne plein de choses, mais la chiro, c'est tellement vaste qu'on peut toujours aller chercher ailleurs, grappiller quelques séminaires, quelques informations dans les cabinets de chiro. Et toi, Marc, alors, parle-moi un peu de toi. Qui est Marc? Marc, pareil, second generation chiropractor. Mon père Fernand Jublin était un pionnier de la chiropractique dans le sud de la France. Il a ouvert je ne sais pas combien de cabinets, il en a donné aussi, parce qu'à l'époque ça se donnait les cabinets. Tu démarrais un cabinet pour tes confrères qui arrivaient après et tu leur donnais, tu les installais dans un truc qui tournait déjà à fond. Et donc c'était une autre philosophie justement. Mais bon, à part ça, moi j'ai gradué de Palmer à Davenport en 1980. Et pareil, l'école, si tu veux, nous a vraiment donné tous les outils qu'il fallait d'un point de vue technique, philosophique et au niveau du bagage de connaissances, si tu veux, pour sortir de là gonflé à bloc, quoi. C'est ça. Hein. Euh, Sortir avec une identité. voilà, c'est-à-dire adjust people and change their lives. Parce que c'est ça l'idée du début, c'est en fait tu ajustes une colonne, tu ajustes les personnes, ce qui n'a rien à voir avec une manipulation, parce qu'un ajustement, c'est la capacité de la personne à s'adapter à son environnement et aussi à créer des capacités d'évolution dans sa propre vie, dans sa propre santé. Donc l'ajustement a un effet total sur la santé, sur la personne, alors qu'une manipulation, bon, ben, on va s'arrêter, on va se limiter à dire que c'est limité comme effet, quoi. Voilà. Ensuite, pareil, d'un point de vue technique, moi je me suis intéressé dès le début à HIO, donc Toggle Recoil. Qu'est-ce qui te plaisait SOT, dans, qu'est-ce qui te plaisait dans les chariots au début? Qu'est-ce qui te plaisait? Qu'est-ce qui t'attirait dans les chariots? l'élégance du geste. L'élégance. C'est pas simple de faire un toggle. Vraiment, j'ai dans les cours qu'on nous enseignait à l'école, on faisait 2 quarters de toggle, donc ça veut dire 6 mois, où on apprenait la technique. J'ai pris d'autres séminaires après avec des luminaires de la chiropractique, dont surtout Marshall Himes. Si vous regardez online et vous cherchez Marshall Himes, vous verrez plein d'articles sur lui, son influence. Et j'ai même enseigné l'autogol à mes collègues étudiants à l'époque. Et bon, pour moi, c'est la base, c'est le Master Adjustment. Et, mais bon, sans me limiter à ça, je me suis intéressé à Eke, je me suis intéressé à SOT, je me suis intéressé à Gonstead. En fait, moi, je me définis comme un full spine adjuster. Okay. Full spine adjuster. On ajuste toute la colonne vertébrale. Exact.
toute la colonne. Et puis voilà, donc quand je suis revenu des États-Unis après avoir gradué, j'ai commencé tout de suite à travailler en Italie pour des cliniques parce qu'en fait ça m'a fait une très bonne expérience. Ça m'a donné la capacité de développer aussi mon propre style de pratique. Puis après, j'ai travaillé un peu aussi à Aix-en-Provence, disons pendant 2 ans, tout en travaillant sur l'Italie. Et puis à un moment où avec Patricia, ma femme, et on avait déjà 2 enfants, à ce moment-là, on a décidé, ok, on va bouger sur l'Italie, c'est beaucoup plus dynamique, ça nous plaît beaucoup plus. Et voilà. Et donc depuis 1988, on est en Italie, voilà. À Turin. À Turin. Et quand vous allez au cabinet, dans quel esprit vous y allez? Quelle est votre mission? Quel est votre objectif quand vous rentrez dans ce cabinet à tous les deux? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez en tête? Ok, alors, moi, avant de rentrer dans le cabinet, disons, je ne rentre jamais dans mon cabinet si je ne suis pas... bon, la parole en français est difficile, donc I must be in state. Donc je dois être dans un état. Et en fait, cet état particulier, je le crée par mon attitude physique, par mon focus mental et aussi par des déclarations. C'est-à-dire que quand je rentre, avant de rentrer dans le building où on a notre cabinet, je dis toujours la même chose en italien, en français et en anglais parce qu'on suit des gens dans toutes les langues. Et ce sont les trois qu'on parle pratiquement quotidiennement. Donc avant de rentrer dans l'édifice, tu es déjà là, tu es déjà présent dans l'ajustement, tu as tes phrases, tu as tes affirmations. Et essentiellement la phrase des derniers mois, parce que ça change, ça évolue aussi, c'est je guide, j'inspire et je célèbre l'abondance, l'intelligence, la vitalité, la passion, enfin tout ce truc comme ça. Mais les trois mots-clés, c'est je guide, j'inspire et je célèbre. Je guide, j'inspire et je célèbre. Super. Voilà. Et toi, Patricia, comment tu te prépares? Pour moi, c'est de toute façon, c'est quelque chose que je vis constamment. Je vis constamment dans un petit peu comme Marc, célébration et reconnaissance et respect des forces fondamentales qui créent la vie. Donc de toute façon, je peux dire que je reconnais quotidiennement, et avant de rentrer aussi dans mon cabinet, j'ai l'impression que je vais célébrer des moments magiques pour les gens. C'est comme vous avez l'impression d'entrer dans un temple, hein, sans la connotation religieuse, mais dans la connotation sacrée, respect du corps humain. Absolument. D'accord avec ça. Alors donc on parlait en message codé de l'intelligence innée, de cette force qui permet la création et l'organisation de toutes choses. Comment vous définissez l'intelligence innée? Parce que pour des jeunes confrères qui sortent, c'est même peut-être un mot qu'ils n'ont jamais entendu, et pourtant c'est un mot qui fait partie du vocabulaire chiropratique. Disons que je dirais qu'au cœur de n'importe quelle organisation de vie, de n'importe quelle forme de vie, il y a une capacité à faire en sorte que cette forme de vie puisse s'adapter à son environnement et se développer dans cet environnement. Et donc en fait, cette intelligence innée, innate intelligence, c'est cette force, cette capacité, cette intelligence qui fait que ça organise en nous et dans les corps et dans nos systèmes qui organisent notre corps la capacité de créer un niveau de vie suffisant qui correspondrait, si tu veux, dans l'état le plus bas à la survie. Et quand par contre il est alimenté et il est développé, c'est l'organisation de la vie elle-même, la capacité à s'organiser à des niveaux ou des échelons plus élevés, jusqu'à non seulement être capable d'influencer l'équilibre intérieur, mais aussi d'une certaine façon être capable d'influencer de façon positive l'environnement dans lequel on se déplace. Donc l'intelligence innée, elle est pratiquement associée, si tu veux, à chacune de ces formes de vie. Donc si on prend un être humain, son intelligence innée lui permet de vivre, de s'adapter et de se développer. Et évidemment que tout ça est alimenté, encore une fois, sans contexte religieux, mais à des forces qui sont universelles,
et que Palmer a appelé Universal Intelligence, c'est-à-dire que c'est cette forme d'intelligence énergétique qui de toute façon pénètre chaque aspect de la vie et qui en fait est vraiment la source de l'énergie, mais qui par contre n'organise pas. Ce qui organise, c'est l'intelligence innée de chaque être, parce que chaque être doit avoir la possibilité d'organiser sa propre existence et de l'adapter pour pouvoir survivre dans cet univers. Si tu veux. Tout à fait. Et Voilà. toi, Patricia, comment tu penses que comment tu le définis, toi, justement, ces termes-là? Et comment tu penses que c'est important, d'un point de vue chiropratique, de garder ça en tête au moment de l'ajustement? Je m'associe absolument à ce que Marc a dit en ce qui concerne l'intelligence universelle et l'intelligence innée. Je pense que c'est important de maintenir cette vision quand tu travailles, parce que c'est ce qui alimente ta motivation. Et quand tu as devant toi quelqu'un que tu vas devoir ajuster, tu as un objectif et tu as une motivation qui est beaucoup plus grande que le symptôme ou la souffrance que la personne présente à ce moment-là. Et si tu n'as pas cette vision-là, tu vas toujours rester un petit peu à suivre la personne plutôt que de lui donner la capacité de faire un bond en avant et d'avoir une vision qui est beaucoup plus grande que ce dans laquelle elle est au moment où tu t'adresses à elle, parce qu'elle est de toute façon en souffrance. Voilà, si tu travailles avec la douleur, tu te limites à cette douleur. Si tu te dis qu'il y a une intelligence au fond de cet homme et que tu cherches à lui permettre l'expression, déjà on sent que la façon de travailler, ça grandit. On ne va pas tout cabinet de la même manière. Absolument. Et étant aussi, je pense que l'aspect technique n'a pas vraiment de raison d'être, mais toutes les techniques sont extrêmement valables. Nous sommes des NSA practitioners, donc on pratique essentiellement Network Spinal Analysis. Et je pense qu'à travers la rencontre justement avec Epstein, ce que j'ai moins compris, j'avais pas forcément compris non complètement à travers mes études, c'est que la souffrance d'un être, c'est aussi une opportunité pour cette personne. Et donc, je cherche absolument pas à les faire sortir de leur souffrance, mais les aider à activer l'énergie nécessaire pour utiliser ce moment et faire un bon comment dire, oui, avancer au niveau voilà. Utiliser la souffrance pour créer un changement absolument dans le mode de vie de la personne, pour lui permettre une meilleure qualité dans sa vie. Là, c'est super ce que tu nous as dit, parce que justement, on sort de l'école avec un certain bagage, mais tout au long de notre vie de chiropracteur, on va chercher, on va évoluer nous-mêmes personnellement, et on va se créer notre propre philosophie. Donc c'est normal de sortir de l'école et de ne pas avoir toutes les clés en main. On trouve les clés au fur et à mesure de son évolution. C'est même essentiel, je dirais. C'est même essentiel, parce que sinon tu sors de l'école avec tes petits outils et tu penses que tu vas t'asseoir dans ta vie et que tout va tomber comme ça du ciel, quoi. Non, c'est là que ça démarre. Ouais. Et c'est vraiment là où démarre. Je dis pas que les études, c'est pas non plus une aventure, mais l'aventure, ça démarre vraiment à ce moment-là, et c'est ça et c'est ta fin. C'est la fin que tu as, le désir que tu as d'aider les gens, qui va aussi te pousser à développer tes propres outils et ta propre façon de travailler. Alors toi, Marc, justement, tu voulais rajouter quelque chose sur... Je voulais simplement rajouter quelque chose sur la motivation dont parlait Patricia tout à l'heure, qui en fait est indépendamment des techniques qu'on choisit, qui vont être les instruments à partir desquels on va agir sur la personne, et en fait le moyen à travers lequel on exprime, si tu veux, l'art de la chiropractique. D'abord, il faut se souvenir qu'une technique chiropractique est bien plus qu'une façon de, entre virgules, manipuler un segment ou une articulation. Surtout, n'est jamais associé à agir sur une zone qui est douloureuse ou qui est enflammée, ou qui, l'ajustement ne sert pas à éliminer la douleur. L'ajustement sert à créer un équilibre physiologique et neurologique et neurovertébral
qui permet à ce corps et à cette personne de se rééquilibrer sur un état qui lui permet de changer. Donc en fait, la première motivation au changement dans la vie, c'est souvent la douleur. Si tu travailles pour éliminer la douleur, tu as éliminé tout désir de changement. En fait, souvent les techniques qui sont appliquées pour contrôler la douleur ou la baisser ou même chercher de la contrôler jusqu'à l'éliminer, en fait, démotivent les personnes à essayer de changer dans leur vie et les amènent simplement à retrouver un état antécédent dans lequel ils étaient commodes. Ça veut dire que c'est un retour en arrière, c'est un retour à un moment où il n'y a aucune évolution possible, c'est un espèce de status quo. En fait, en médecine, on parle de l'homéostase. Okay? L'état homéostatique est très important à voir, à savoir comment achever et maintenir, mais il n'est pas du tout intéressant quand on veut créer une évolution. Par exemple, on va prendre un sportif comme exemple qui s'entraîne. Bon, ben, quand il commence son entraînement, il a un certain niveau d'homéostase, mais au fur et à mesure qu'il se développe et qu'il développe ses capacités, c'est sûr que les critères d'homéostase vont complètement changer. Alors que si, dans la médecine, on va dire, oula, il n'est pas bien ce type, on va le reporter à des niveaux qu'on considère, nous, des valeurs normales, bon, ben, on a arrêté sa vie d'athlète. Bon, ça, c'était un exemple que je voulais dire. Et donc, les techniques en chiropractique, elles te donnent un instrument, une façon, un protocole de pensée qui fait que tu sais comment analyser une colonne, tu sais comment analyser un système, et la technique, l'analyse, va te donner la possibilité de faire une différence entre les subluxations qui sont majeures et les subluxations mineures, qui sont des adaptations. Tu n'ajustes pas une zone qui est fixée, donc c'est... Est-ce que tu peux me définir ce que c'est une subluxation majeure et une subluxation mineure? Déjà, la subluxation est une entité, si vous voulez, neurophysiologique de défense. Hein, le système va organiser une façon de soutenir cet état de stress en créant, si vous voulez, des mécanismes neurologiques qui vont permettre de se soutenir à ce niveau-là. C'est une forme d'adaptation, mais elle reste pauvre dans le sens où elle permet à la personne de survivre, mais elle ne permet pas à la personne de faire le pas successif et à la faire évoluer. Alors, quand tu analyses une colonne, tu vas trouver une subluxation qu'on appelle majeure, sur lequel l'ajustement, selon ta technique, va être dirigé, et puis tu vas avoir toute une série de compensations ou de moyens, si tu veux, un peu comme quand tu as, voilà, tu as un fleuve qui va en crue, et tu as des vases d'expansion pour permettre, si tu veux, qu'il n'y ait pas de dégâts. Bon, ben, souvent, le problème, c'est qu'au lieu de se concentrer sur le flux central du fleuve, les gens se concentrent sur les vases d'expansion qui permettent. Et alors, ils essayent, ils vont dire, ben, il faut les vider, ou alors il faut mettre un bouchon. Et alors, après, tu te demandes pourquoi il y a d'autres problèmes. Enfin, ça, c'est une autre métaphore, si tu veux. Et donc, en fait, l'analyse permet de distinguer qu'est-ce que tu vas ajuster et quand. Et ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que je vais ajuster pour qu'il y ait moins de douleur. Tout à fait. Alors, parce que c'est indifférent. L'autre chose, c'est que ton analyse te donne un objectif, une motivation. Alors, moi, ce que j'invite les gens à faire, et surtout les étudiants, c'est de développer une raison pour laquelle ils vont ajuster les personnes. Quel est ton objectif ? Quel est l'objectif le plus élevé que tu peux avoir pour la personne que tu as en face de toi, qui va motiver ton acte, ton ajustement? Parce que si ton objectif c'est « je vais essayer de faire en sorte que cette personne souffre le moins possible » ou que sa sciatique se résolve le plus rapidement possible, tu considères la douleur comme essentielle. Mais derrière la douleur, il y a un monde. Tu considères la douleur comme l'objectif, tu te limites à cet objectif-là. Exactement, et c'est très illusoire parce que de toute façon, il y a une quantité de facteurs qui motivent la douleur. Donc si tu cherches à travailler là-dessus et avoir un effet uniquement là-dessus, il est évident que ta motivation est pauvre et généralement, ça crée beaucoup de frustration. Et généralement, ce sont des patients qui n'arrivent pas à éduquer parce que personne ne peut être éduqué simplement à contrôler sa douleur. Parce que tu vas faire une manipulation, entre virgules, ou un ajustement qui va avoir des effets oui ou non sur cette douleur. Bon, à la fin, la personne va dire, à la fin, moi, la douleur, je la sentais moins quand je prenais anti-inflammatoire.
Et il ne se posera même pas la question que quand il prenait anti-inflammatoire, il avait des problèmes gastriques, il avait des problèmes intestinaux, des problèmes rénaux, des problèmes de pression, enfin toutes sortes de problèmes. Alors qu'un ajustement permet de créer une dynamique de changement sur tous ces niveaux de problèmes. Parce qu'en fait, la chiropratique, l'ajustement, l'art, la philosophie et la science chiropratique, c'est vraiment un style de vie qui a des effets absolument extraordinaires sur la santé des gens. Donc si tu te focalises sur la santé dans un style de vie, ta vie est beaucoup plus intéressante en tant que professionnel que si tu te focalises que je vais utiliser certaines techniques pour aider les personnes à souffrir le moins possible, ben, je conseille de redéfinir l'objectif. Voilà. Je rajoute un conseil à ça. C'est pour les étudiants, il faut qu'ils vivent vraiment eux-mêmes la chiropratique et ce que la chiropratique peut faire pour eux. Et il y a énormément de chiropracteurs que moi j'ai pu rencontrer qui se font très peu ajuster, qui reçoivent très peu cela pour eux-mêmes. C'est difficile de transmettre ça après. Ouais. Et donc c'est fondamental de vivre, c'est pour ça qu'on dit c'est un style de vie, c'est une philosophie de vie, et tu dois vraiment l'incorporer déjà toi-même dans ton propre corps et dans ta propre vie et dans ton propre style de vie pour pouvoir après transmettre cet aspect chez les gens. Sinon, ça ne peut pas marcher. Je dirais même que fondamental d'avoir une expérience chiropratique personnelle. Donc, faites-vous ajuster. Allez voir des confrères, parlez avec eux. Et surtout, faites-vous ajuster régulièrement. Ah oui, mais j'en ai pas besoin, j'ai pas mal. Ça n'a rien à voir. Fais-toi ajuster et tu vas voir ce qui va changer. Okay. Évidemment, choisissez avec discernement les approches et les personnes. Ça, c'est libre choix. L'autre chose, c'est pas parce que vous n'avez pas de philosophie et c'est pas parce qu'on ne vous enseigne pas la philosophie au collège ou à l'institut dans lequel vous sortez que vous n'êtes pas dans une culture philosophique, mais qui n'est pas la chiropratique. C'est-à-dire que le risque de ne pas avoir une expérience et une vie philosophiquement chiropratique, c'est qu'en fait, on va vivre la philosophie d'autre chose, qui est en fait le modèle dominant en ce moment, qui est la médecine allopathique. Ce qui rend effectivement très difficile en tant que jeune gradué d'un institut chiropratique, n'ayant pas de philosophie, et en fait, l'identité que tu développes, elle est très troublée, parce que tu ne peux pas te reconnaître dans quelque chose qui, de toute façon, a une façon de penser, a des objectifs, a des moyens d'agir qui sont totalement séparés de ce qu'est la réalité chiropratique. Donc, encore une fois, c'est comme la politique. C'est pas parce que la politique ne t'intéresse pas que la politique n'est pas intéressée à toi. Donc, c'est toujours pas, ne t'influence pas. Ce que je veux dire là, c'est que c'est pas parce que tu n'as pas de philosophie que tu n'en as pas. Non, tu n'en as pas et tu n'en as pas, disons, réclamé une ou en tout cas déclamé une, et du coup, tu vis dans une culture que tu ne contrôles pas. La culture contrôle. Tu n'as pas déclamé ta propre philosophie. Tu n'as pas dit, voilà, moi je sais ma philosophie, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est avec ces techniques-là que je vais travailler, et avec ces objectifs-là que je travaille, parce que je suis moi. On laisse les autres autorités, hein, on laisse ceux qui nous ont enseignés dans l'Institut nous dire ce qu'on doit faire, et puis on rentre dans un moule qui ne nous correspond pas. Absolument, absolument. Il faut choisir son moule. Il faut vraiment choisir. Il faut même le créer. Voilà, créons son moule. Créez votre moule. Disons que la différence aussi que je trouve moi essentielle et ce qui m'a toujours plu dans la chiro, c'est que justement tu crées ton moule. Okay, tu as ton style, tu développes ton style. Et en fait, c'est une forme de culture qui est plus libertaire et qui te libère si tu veux, mais avec la libération vient la responsabilité, parce que la responsabilité que nous on a en tant que practitioners, c'est qu'est-ce que je peux faire pour libérer ces personnes de l'illusion que tout le monde doit être pareil, que tout le monde doit se plier à un moule qui est en fait intéressé au pouvoir, au contrôle, et surtout qui va limiter la possibilité des personnes à disposer d'eux-mêmes, à choisir pour elles-mêmes, à s'éduquer ou à chercher leurs sources pour décider
comment et qu'est-ce qu'elles veulent vivre. Ouais. Donc à la fin, la philosophie est fondamentale parce que c'est ta philosophie qui va déterminer qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, jusqu'où. Et le résultat. Hein. Et le résultat dépend totalement de ta philosophie ou de ton manque de philosophie. Voilà. C'est bien vrai. Alors souvent quand on est étudiant, qu'on sort de l'école, on a du mal à expliquer ce qu'on fait. Alors donc on va voir le boucher, on va voir le boulanger, et c'est des opportunités de faire connaître la chiropratie. Comment vous expliquerez par exemple à un boulanger, un boucher, un chauffeur de bus, ce que vous faites en quelques mots pour capter son attention? Ben, la première chose que je fais, moi, si je peux répondre Vas-y, d'abord, vas-y. ok. Parce que moi, c'est pas tellement dans mon style d'aller voir tout le monde dire hello, voilà, j'ai ma carte de visite, je suis chiropracteur, je vais m'installer dans le quartier, si vous avez besoin, si vous avez des problèmes, je suis là pour vous aider. Non, ça c'est Mais pas maintenant, mon... les jeunes Ouais. étudiants ont besoin de faire ça. Voilà, Donc, mais c'est pas mon style. Si tu veux. Par contre, si je rencontre quelqu'un, hein? C'est pas ton moule, puisqu'on parlait de... Non, non. C'est, Et en fait, comment je peux expliquer ce que je fais? En fait, ça vient de l'observation de comment sont les gens. Si je vais, par exemple, tu disais le boulanger, bon, je vais voir le boulanger et tout pour acheter mon pain, et puis je vois que pour prendre le pain que je lui ai demandé, il manifeste une certaine gêne ou quoi. C'est simplement une espèce de présence. Et la première question, vous avez des problèmes? Ça va pas trop bien. Et puis c'est généralement quand tu poses la question, ça va pas, les gens, ils attendent tout ça. Ok, ah ben ouais, non, j'ai ça, et puis alors ça, et puis ça dure depuis longtemps. Tu poses une question ou deux, puis dis, écoutez, moi, je peux vous aider. Hein, je suis chiropracteur et en fait, je travaille sur la partie du corps qui organise les autres parties du corps. Et donc, votre peine, votre douleur et votre état de santé est tout à fait associé à des problèmes vertébraux et neurologiques que c'est très facile pour nous de créer un changement positif là-dessus. Voilà, je commence par ça. Ouais, très simple, Et en c'est fait, simple. Hein. keep it simple, hein. Ça, il disait keep it simple, stupid. Et ça s'arrêtait là. L'autre chose, c'est que quand quelqu'un est dans le cabinet, comment expliquer de façon rapide ce que je fais? Moi, j'utilise simplement la charte du système nerveux autonomique. Ok, sympathique, parasympathique, on voit le profil de la colonne, hein. Elle est connue partout cette charte, donc je conseille à tout le monde d'avoir au moins cette charte-là, parce que c'est celle qui explique le plus. Et je dis simplement aux gens, vous voyez, vous avez votre colonne et vous voyez à l'intérieur, il y a la moelle épinière, c'est cette partie du système nerveux central qui pratiquement organise et distribue l'énergie à tous les organes et toutes les glandes du corps, et aussi aux muscles et au squelette. Donc, si ce système est désorganisé et problématique, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des conséquences de ça. Mon travail, c'est de faire en sorte que ce système puisse s'autocorriger. En fait, pour moi, la définition d'une manipulation, c'est une force appliquée pour corriger quelque chose. Et la définition pour moi d'un ajustement, le spinal adjustment, c'est l'application d'une force constructive qui va permettre au système de s'autocorriger. Et ça fait un monde de différence. Quand tu expliques ça aux gens, tu leur dis, je vais aider votre corps à libérer les forces nécessaires pour être autocorrectif, pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir faire repartir votre santé, ça les intéresse beaucoup plus que je vais faire ça pour corriger le problème momentané qui fait que peut-être vous allez moins souffrir. Enfin, toi. Le truc, c'est que tu leur expliques ce que tu veux qu'ils entendent. Voilà. Ça va améliorer toute votre santé et quand vous améliorez votre santé, c'est votre qualité de vie qui augmente. Ça, quand ils entendent ça, quelque part, même s'ils ne le comprennent pas complètement, ça les intéresse. Ouais, ils sont curieux. Et si ça ne les intéresse pas, c'est que ce n'est pas le moment. Voilà. Moi, je cherche à choper, si tu veux, le patient, tu vois. Non. Ou tu captes pas. Et si tu captes pas, c'est pas un problème. C'est peut-être pas le moment, c'est tout. Il y aura toujours des gens qui vont capter. Moi, c'est quelque chose que je viens d'apprendre récemment, justement. Qu'il y a un moment, c'est comme
C'est comme planter une graine en hiver. C'est pas le moment, elle poussera pas. Donc moi je dis que quand je parle de la chiro, je sème des graines. Et puis parfois le terreau est fertile et puis ça pousse et puis parfois ça pousse pas. Mais moi j'ai semé, j'ai fait l'action de semer. Après si le terreau est fertile ou pas, j'y suis pour rien. Moi aussi, je suis assez simple quand je parle de la chiro et je parle de ce que c'est que la santé, qui est un état de bien-être physique, émotif, et psychique et social, et que tout ça, ça passe à travers un bon fonctionnement de la colonne vertébrale et du système nerveux, qui est le système de commande de toute façon de notre corps, et que la chiropratique, à travers son intervention au niveau de la colonne vertébrale permet d'optimiser les fonctionnements de ce système nerveux et que l'état de santé ou même lorsqu'on est malade, optimiser les fonctions du système nerveux est absolument essentiel et vital et que donc c'est ce que je fais et c'est ce que fait la chiropratique et c'est tout. Et c'est tout. Et comment vous communiquez le message avec vos patients dans le cabinet? Vous avez des panneaux, vous donnez des conférences, vous leur donnez des documents écrits. Comment vous transmettez le message? Pour un jeune chiro qui sort, quels conseils en communication vous pouvez lui donner? Ouais. Disons que moi, les conseils de communication que je donne, ils sont vraiment en présence avec les personnes. Donc, ça peut arriver qu'on fasse des conférences. C'est, je dirais même assez rare. C'est plutôt privilégier le contact direct avec la personne ou leur famille, parce qu'on voit énormément de familles. On a juste beaucoup d'enfants, on voit des générations, on a des familles où on a 3 générations peut-être au même moment dans le cabinet. Donc les grands-parents, les parents et puis les enfants. Et donc en fait c'est vraiment comme ça que tu considères pouvoir influencer de façon constructive les façons que les gens ont de vivre. Et c'est là où tu parles de style de vie, plus que de qu'est-ce que tu peux faire pour résoudre ce problème. Il est évident que les gens ils viennent d'abord parce qu'ils ont mal ou parce qu'ils ont un problème. Donc d'abord il faut résoudre ça. Ou alors il faut créer un équilibre qui permet de commencer à construire après. Mais et donc c'est pour ça que la parole, si tu veux, qui a été souvent décriée au niveau d'une forme de chiropratique plus mécaniste, si tu veux, qui est le wellness care en chiropractique. Le soin bien-être, on peut traduire. Voilà. Mais oui, mais le wellness care, en fait, c'est pas que mais oui, mais vous avez résolu le problème, pourquoi est-ce que vous continuez à ajuster ces personnes? Mais tu continues à ajuster ces personnes parce que tu influences un style de vie vers un progrès et que c'est comme toute chose dans la vie. Si tu ne continues pas à faire ce qui te fait du bien, ce qui te construit, ce qui te permet d'être plus résistant au stress, de l'adapter mieux, eh bien, il y a toujours un moment où tu vas avoir des crises. Bon, l'idée, c'est de pouvoir vivre les crises qui inévitablement arrivent dans la vie d'une façon plus resilient, c'est-à-dire plus capable de rebondir dans le stress et de l'utiliser pour te développer. Et comment tu leur fais passer ce message-là aux gens? Juste, par exemple, à la fin de chaque ajustement, tu leur as 2-3 mots déjà préparés dans ta tête et tu leur donnes? Ou alors, comment tu leur transmets ce message? Parce qu'il faut bien transmettre l'information aux gens. Sous quel support tu utilises, toi? Parce que je sais qu'il y a des chiros qui ont, à la fin de l'ajustement 1, je vais leur dire telle chose, à la fin de l'ajustement 3, je vais leur dire telle chose, qui ont déjà un protocole pour transmettre l'information au fur et à mesure. Ouais. Moi, c'est un peu différent dans le sens où, comme on utilise une méthodologie, si tu veux, qui se développe sur plusieurs niveaux, simplement en se tenant au premier niveau, qui est de créer un état de aise, d'aisance, si tu veux, de soulagement aussi. Parce que quand ils arrivent et qu'ils sont en crise, on fait un premier cycle de 8 séances qui permet de réadapter le système sur quelque chose qui est beaucoup plus soutenable. Et donc, en fait, la communication, généralement, si je dis quelque chose à la fin d'un ajustement ou avant un ajustement, c'est simplement relié à ce que la personne manifeste, à comment son corps est équilibré. Et en fait, j'ai appris sur moi-même souvent que si ce que tu veux dire, ce que tu as planifié de dire n'apporte rien, il vaut mieux se taire.
Il vaut mieux favoriser le sentir. Ok. Est-ce que vous sentez ça? Non. Bon, maintenant je fais ça. Est-ce que vous sentez ça? Ah oui, maintenant oui. Ah tiens, j'ai senti que ça se détendait. Ou tiens, j'ai senti... En fait, il faut interroger les personnes. Il ne faut pas leur dire ce que tu voudrais qu'ils sentent, ou ce qu'ils sentent, ou ce qu'ils voient. Non, tu leur demandes. Parce que c'est un processus d'éducation et l'ajustement va les aider à développer une conscience somatique de leur corps, une perception de leur propre véhicule physique, énergétique, et c'est fondamental que ces personnes-là développent ça, parce que sinon il n'y a pas de développement d'une culture différente. Ils sont toujours complètement soumis à ce que toi tu veux arriver à ton agenda, si tu veux. Donc en fait la communication, elle se fait tout au long du parcours. Mais généralement, sur l'instant, elle est très rapide, elle est très brève. Elle est essentielle, si tu veux. Elle est pas, c'est pas que tu vas développer tout un truc, un speech. C'est guidé par les questions. Guidé par les questions. Comment tu Voilà. travailles toi, Patricia? Pareil que moi. Moi, j'ai toujours une charte du système nerveux et du système autonomique dans mon cabinet, donc j'utilise beaucoup ça pour éduquer les gens, pour montrer que ça va à chaque organe, etc. etc. Et donc je ne perds jamais une occasion, même s'ils ont mal au dos, même s'ils ont mal au cou, ou ils ont quelque chose de ce genre, pour leur montrer qu'il y a d'autres implications. De toute façon, il y a des implications au niveau de la santé. Donc là, je suis j'y retourne toujours parce que j'ai remarqué que les gens ont besoin qu'on retourne, qu'on soit répétitif. Je suis une maman et je sais qu'il faut répéter. Donc quelque part, j'utilise un peu cette attitude maternelle vis-à-vis de mes patients. Et il y a aussi une chose sur laquelle notre travail et notre méthodologie, justement, comme disait Marc, nous permet de communiquer avec les gens à différents niveaux. Donc, et on appelle ça, justement, comme toi, tu utilisais la métaphore de la saison. Et on est à même de distinguer si les personnes sont un petit peu plus dans une saison qu'on appelle la découverte, où ils ont vraiment besoin qu'on les aide à sentir plus, à créer un petit peu plus de découverte de leur corps et des implications de cette découverte aussi par rapport à leur mode de vie. Et puis après, il y a des gens qui sont un peu plus dans une perspective ou possibilité de la saison de la transformation. Donc ça, on va parler un petit peu plus d'énergie, d'activer des ressources d'énergie pour créer des changements. Et puis bon, comme ça, il y a aussi une saison qu'on considère un petit peu plus une saison d'éveil. Mais bon, ça n'a rien à voir avec un aspect religieux quel qu'il soit, mais qui parle beaucoup plus de cohérence au niveau du système nerveux, beaucoup plus de syntonie, ça se dit Synchronicité. Synchronicité au niveau du cerveau. Prise de conscience de soi-même. Donc ça, c'est encore un autre niveau de communication. Donc ça, de toute façon, déterminer comment communiquer avec la personne, c'est tout un art. C'est vraiment l'art, beaucoup se trouve là. Donc, il y a l'expérience, il y a l'expérience personnelle qui entre en ligne de compte. Et puis aussi, poser des questions. Qu'est-ce que vous avez senti là? Quelle a été votre expérience? Enfin, alors, je ne leur demande pas toujours qu'est-ce qu'ils ont senti, mais quelle est votre expérience? De façon à englober toujours des aspects plus larges que leur douleur. Qui verbalisent leur expérience. Et s'ils parlent de leur douleur, alors là, je vais un peu plus. Oui, mais alors, parlez-moi un peu plus de ça. De façon à ce qu'ils se rendent compte aussi que cette douleur, elle n'est pas que physique. Et donc ça implique d'autres aspects de leur style de vie, de leur mode de vie, simplement j'utilise un peu les lunettes qu'ils utilisent pour voir leur existence ou pour admirer leur vie, regarder leur vie. Et je fais énormément de parallèles parce que pour nous, la façon dont on vit notre corps, c'est la façon dont on vit notre vie de toute façon. Et quand on est déconnecté au niveau de notre corps, on est déconnecté,
certains aspects de notre corps, on est déconnecté aussi au niveau de notre mode de vie et de notre façon de vivre. Et donc là, je ne perds jamais une occasion de poser des questions, savoir qu'est-ce que ça implique dans votre vie, ce que vous me dites. Ouais. Et comme ça, les gens développent une vision beaucoup plus large d'eux-mêmes et de leur symptomatologie, de leur maladie et de leur santé. Et l'éducation, elle est... Et puis chacun a son style. Des conférences, on en a fait. D'ailleurs, on doit en refaire. C'était un petit peu une question de temps. Et par exemple, je trouve que pour si je devais m'installer maintenant... Justement, ça, on va terminer avec ces deux questions. Quel conseil tu donnerais aux jeunes maintenant, là, qui veulent s'installer maintenant, je m'entraînerais à créer des petites conférences. Maintenant, on peut faire des slides avec les ordinateurs, on peut projeter des trucs, on peut les rendre très vivantes et très actives. Et j'inviterai des gens dans mon cabinet et je donnerai on appelle ça des lay lectures en anglais, enfin des conférences, ouais, gratuites, gratuites. Sur le sujet de la santé, et justement, le boucher, le boulanger, tout ça, je les inviterai aussi à écouter un petit peu mon message. Et c'est un message qui est très logique, en fait. Qui est très, très logique, parce que les gens, au fond, ont de plus en plus, ils en ont vraiment marre de prendre des médicaments. Ils les prennent vraiment à contre-cœur, parce qu'ils connaissent très, très bien les implications de cette prise en chimique dans leur vie. Et le message chiropractique, il est simple et bien fait, il est très percutant. Et pour les gens, c'est compréhensible. On peut utiliser le système électrique, on peut utiliser énormément un ordinateur. Des métaphores, des métaphores. Oui, qui sont très accessibles. Et je ferai ça. Utiliser des choses courantes, des choses qui juste... Voilà, je vous inviterai dans mon espace aussi. Dans mon espace où j'ai créé mon environnement et où il peut aussi y avoir des petits pamphlets ou des choses de ce genre. Je pense que ça, c'est très bien aussi. Et nous, on en a, ils sont assez simples et basiques. C'est ça, en fait, il faut que la communication soit simple. Mais je pense que chacun a son style, mais moi, par exemple, je ne me sens pas toujours d'aller, ou je ne suis pas sentie à une époque, maintenant je le ferai sans problème, d'aller tout autour de moi, distribuer mes cartes de visite et donner mes pamphlets. Mais je me sentirais vraiment de les inviter tous chez moi de façon vraiment gratuite et gracieuse et de façon à les éduquer à ma façon. Il y a une chose que moi je fais aussi beaucoup dans mon cabinet, c'est d'organiser et de créer des moments où les gens puissent échanger, des moments d'échange, de groupe. C'est vrai que nous on travaille beaucoup en groupe, bon chacun a son style, mais même si on travaille de façon individuelle, c'est bien aussi de pouvoir créer des moments où les patients, ou enfin, on ne les appelle pas des patients, des clients. On peut partager des membres de la pratique, des membres du cabinet. Ça, voilà. J'aime bien, plutôt que patient qu'un mot très médical. Oui. Et attends, et du coup... C'est la maman qui est revenue. L'expérience collective est très importante. Ouais, super. Et donc, créer ces moments, c'est... Comment tu les crées? Comment tu crées ces moments? Tu dis, voilà, de telle plage horaire de 6h à 7h, on va se réunir tous ensemble, on va débattre, ou est-ce que c'est sur le moment? Ça peut se faire, mais moi je travaille déjà en groupe. Donc de toute façon, souvent j'ai matière à le faire tout de suite. Mais sinon, oui, créer des plages et des moments où tu invites les gens à... à partager leur histoire. Ou alors, il peut y avoir aussi une personne qui est particulièrement motivée ou quelques personnes qui sont vraiment plus enthousiastes que d'autres et qui sont toujours très heureux de venir et d'échanger, de partager leur expérience avec d'autres gens. Et ça,
plus percutant et c'est plus puissant que le chiropracteur qui délivre son message. Enfin, moi, je trouve, dans mon style à moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui avait beaucoup plus d'impact que toute autre chose. C'est vraiment les histoires. Par exemple, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui n'a rien à voir avec la chiropractique, mais c'est le livre de Ina May Gaskin, qui était une sage-femme qui est toujours d'ailleurs la pionnière des accouchements à la maison, de la naissance naturelle, etc. Et elle-même le dit, c'est l'histoire des gens qui est la plus importante. Et c'est par exemple de raconter des accouchements aux femmes, des accouchements le plus possible constructifs, parce qu'elle a énormément d'histoires d'accouchements constructifs à raconter. Et c'est ça qui inspire beaucoup plus les gens qu'autre chose. Les gens, il faut les inspirer. Les gens ont un besoin vital en ce moment d'être inspirés. Et je crois que c'est quelque chose que les jeunes... Il y a une brèche, il y a quelque chose à faire pour inspirer les gens. Et inspirer les autres. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que l'histoire, le message chiropractique, il est vraiment hyper moderne. Il est vraiment complètement... il est actuel et aussi je dirais, comment dire, fait partie du futur aussi, hein, mais il est très actuel. Et donc, il faut vraiment pas avoir peur de communiquer sa propre vérité. Est-ce que tu voulais rajouter, Marc Non, par rapport au terme, c'est patient, practice member ou quoi. Et je me souviens que mon père, parce que pendant que j'ai eu à 8 ou 9 ans, je me suis cassé la jambe et donc j'ai passé 2 mois avec une gouttière de plâtre et tout. Et en fait, mon père m'avait collé dans notre salon à côté du téléphone. Et en fait, j'étais son secrétaire quand lui n'était pas là. Je prenais les rendez-vous. Et en fait, mon père, il appelait ça ses clients. Il a des clients, et c'est tout. C'était pas des patients, c'était des clients. Et en fait, je pense que le terme practice member est émergé à un moment où on ne voulait plus considérer les gens comme des patients, parce que c'était quand même un modèle médical, tout en étant tout à fait OK de penser que j'ai des patients. Mais à la fin, j'ai surtout des clients. C'est une clientèle, en fait. Et donc, ça, voilà, c'est une clientèle, c'est à considérer de la même façon. C'est ton acte social, c'est d'être chiro, tu as des clients. OK. Et pour revenir un peu sur ce que disait Patty, je suis tout à fait d'accord avec le fait que les gens sont beaucoup plus sensibles à la présence physique personnelle et au partage, si tu veux, d'être... tu les invites chez toi, dans ton cabinet, dans ton espace. D'abord, c'est l'endroit où tu te sens le mieux, puisque c'est toi qui l'as créé. Et ensuite, c'est vraiment un partage. C'est pas que tu vas tu vas pas, comment dire, leur enseigner quelque chose. Les gens détestent être enseignés. Ils veulent avoir une expérience. Et donc, en fait, tu leur donnes des informations, mais tu dois trouver la façon de donner l'information qui permet un partage d'une certaine, comment dire, direction, d'une certaine convivialité, d'une certaine humanité, si tu veux. Et donc, c'est sûr que là-dessus, tu peux toujours rajouter des documents, genre pamphlets ou des trucs comme ça, mais qui doivent être brefs et concis. Et voilà. Mais ce qui compte, le dénominateur commun, c'est vraiment le contact personnel, de personne à personne. Et ça, c'est fondamental. On va terminer cette entrevue avec une question. On parlait d'inspiration. Alors, quelle est votre inspiration pour le futur de la chiropractique? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est votre souhait? Quel est votre rêve pour le développement de cette profession? Parce que vous avez une fille qui va bientôt sortir de l'école. Quel est votre rêve? Quel est votre souhait pour notre profession? Moi, je pense que la chiropractique a énormément de futur et c'est vraiment... comment dire, là tu m'as pris un petit peu à dépourvu, mais attends, ça va venir. C'est vraiment que les jeunes, et j'ai aussi pour eux, une véritable vision que la chiropractique devienne vraiment un style de vie, vraiment une façon
de développer, de se développer physiquement, émotionnellement, mentalement et aussi spirituellement. Et donc ça, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est que ça devienne vraiment une façon extrêmement complète de vivre le corps et de vivre la vie. Et donc ça, c'est la vision que j'ai pour les jeunes. Inclure la chiropratique dans son style de vie, dans son hygiène de vie. Ouais, mais plus, même au-delà même de ça. Hein. Hygiène de vie et hygiène du mental aussi, parce que c'est très, très important. Et il faut absolument pas séparer le mental du physique. Donc, à travers le physique, on arrive à comment dire, dompter un peu plus le mental. Hein. Ça, c'est un petit peu comme ça que la chiropractique peut vraiment aider les gens à vivre mieux. C'est vraiment partir de ce plan-là, sachant que les implications sont, voilà, c'est ça la vision. Ce sont les implications qui sont absolument multiples au niveau des patients et au niveau des chiropracteurs, au niveau de la chiropractique. Voilà. Toi, Marc, alors, quel serait ton mot de la fin? Quelle est ta vision future pour la chiropractique? C'est qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que d'un point de vue historique, la chiropractique et les chiropracteurs ont toujours dérangé l'ordre établi dans le moment. Mais l'idée, c'était pas pour avoir sa niche ou sa comportement, non, c'était de toute façon pour promouvoir plus d'indépendance, plus de liberté de choix des personnes et plus de capacité à s'autogérer dans leur propre vie, à se développer d'une façon évolutive qui permet en fait à l'être humain de se développer ou de développer son potentiel le plus élevé et de l'exprimer. Donc par rapport à ça, dans un moment où on vit, de toute évidence, qu'il y a des factions différentes, il y a des aspects de la chiropractique qui veulent maintenir ce qu'ils appellent le vitalisme en chiropractique, mais qui est de toute façon une façon de le développer aussi. Et puis il y a ceux qui veulent le limiter à certaines choses. Et en fait, je dirais que le problème, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'on devrait tous avoir le choix et la libre décision de choisir comment on veut pratiquer, comment on veut vivre. Maintenant, pour moi, l'inspiration, si tu veux, du moment, c'est que pour moi, il y a une absolue certitude que la chiropractique est leader dans le monde de la santé, est leader dans le monde du développement social, et que je vois beaucoup plus la chiropractique tout en ayant des effets absolument extraordinaires d'un point de vue de la santé, mais aussi c'est une science qui agit au niveau du psychosocial. Et donc c'est le développement social, parce que quand les individus se développent socialement et développent leur culture, et bien ça développe aussi les façons dont ils vont choisir d'influencer leur santé. Et donc moi je mets l'inspiration sur le fait que le chiropracteur doit avoir une identité de leader dans le monde de la santé, mais aussi dans le monde de la vie. Il doit être investi dans sa culture, dans sa société, pour être une force qui crée l'évolution, qui est participante et co-créative à ça. Et donc ça, c'est évident que ça élève le discours beaucoup plus au-delà que, ok, qu'est-ce que je vais ajuster aujourd'hui sur cette personne? C'est que, parce que si ça, c'est ce qui alimente ton art, ta philosophie et ta science, ben, ton impact, il est magnifié par rapport à ça. Voilà, donc ayez une vision, comme disait Patty, ayez une vision qui ose aller au-delà de tout ce qu'on vous a inculqué, parce qu'il est évident que le rôle de chaque maître est d'éduquer ses élèves, mais le rôle de chaque élève, c'est de dépasser le maître. Et pour ça, il y a besoin d'être inspiré. Et il y a besoin aussi d'avoir la vision qui t'inspire et qui te guide. Et la vision, l'inspiration, elle vient de la philosophie. Parce que c'est ce qui donne la raison, c'est la raison, et c'est ce qui donne la raison, et c'est ce qui donne les objectifs, c'est ce qui définit le pourquoi et le comment. Sans philosophie, tu ne sais pas pourquoi ce que tu fais, et tu ne sais même pas ce que tu fais. Moi, je veux étudier la philosophie. Moi, je veux aussi rajouter quelque chose. De jeunes chiropracteurs, quand ils s'installent, ils ont peur.
Et ils ont peur de ne pas être acceptés, peur de ne pas y arriver. Enfin, il y a énormément de peurs qui entrent en ligne de compte. Et ces peurs sont tout à fait légitimes. Mais par contre, ne laissez jamais vos peurs conditionner vos choix. Et donc les choix que vous allez faire par rapport à vos patients, par rapport à votre développement professionnel, ça doit être libre des conditionnements, des peurs que vous pouvez avoir de ne pas réussir ou de ne pas être accepté. Super, ne laissez pas vos peurs influencer votre vie. Comment? Avec la vision, tes peurs, elles existent, mais elles ne vont pas être un obstacle. Je vous remercie beaucoup pour tous les deux pour cette belle entrevue. C'était vraiment un très beau moment. Et puis je vous souhaite plein de belles choses et de belles aventures encore. Il vous en reste encore pas mal à vivre. Et peut-être à bientôt. Voilà. À bientôt. Merci à toi parce que c'est quand même une occasion bien particulière et très appréciée de pouvoir être une force de motivation pour la chiro. Pour la chiro et pour ces jeunes. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Ciao.